Saga Storyfy présente ADN. Écrit par Frédéric Mémin, lu par Jordan Haché. Frédéric Mémin, ADN. Je t'aime à en crever. Prologue. Lac du Der, le plus grand lac artificiel de France, département de la Marne, par une belle matinée de septembre. La mer en Champagne. Alors que la brume se levait à peine, l'on entendait déjà l'éveil de la faune, les posés majestueux des cygnes sur l'eau, précédés de ces claquements d'ailes caractéristiques. Quelques cormorans étaient déjà à la fête, tandis qu'un couple de balbuzards pêcheurs guettait la surface de l'eau du lac de Seine dans un balai incessant. La surface de l'eau était le témoin des gobages de nymphes par le menu fretin, et l'on était peu à peu émerveillé par les chasses des perches en meute à la poursuite du malheureux alevin sorti du banc. Un martin pêcheur fendit l'air au ras du miroir, telle une flèche bleue, en lançant son cri strident pour prévenir qu'il n'était pas là pour enfiler des perles sur son long bec pointu, que les poissons se le disent. La vie s'éveilla en même temps que s'installaient les premiers intrus, bien souvent tout de vert vêtus, le chef couvert d'une casquette ou encore d'un chapeau de cow-boy et les lunettes polarisantes de rigueur. Une beauté à nulle autre pareille. Qui songerait qu'à une autre époque, 3 villages prenaient place ici même? Ils ont jadis été noyés pour éviter d'inonder Paris. Ce lac est un réservoir dont le niveau varie d'un jour à l'autre, d'une année à l'autre, et la destination favorite des amateurs d'eau douce de la région et d'ailleurs, que ce soit juste pour la nature, les oiseaux, le motonautisme, la pêche ou encore la plongée sous-marine. S'éloignant doucement de la mise à l'eau de l'église de Champaubert, en direction de la queue du lac, une barque en aluminium équipée pour la pêche du carnassier glissait furtivement sur l'eau, un fanion à l'arrière, flottant au vent, à la recherche du bon spot pour cette période de l'année tant attendue des carnasses, ces pêcheurs spécialisés dans la traque du brochet, du cendre et autres silures. Pierrot, on a passé la brèche. Je crois qu'on sera bien ici. On a 6 mètres. Il est déjà 7 heures et les bordures n'ont rien donné. On n'a qu'à mettre nos lignes au vif et guetter l'écho-sondeur en s'ouvrant une croc. Chie dedans, Eric, t'as raison. Il n'y a pas de mauvais endroit dans ce foutu lac. Canne posée, canette ouverte, les 2 bragards refaisaient le monde sur le ton de la rigolade. On parlait pêche, bien sûr, mais aussi politique, vie de famille, éducation des enfants, à l'avenir incertain dans cette région au passé métallurgique glorieux, mais ô combien éprouvé par les différentes crises financières. Finalement, on est bien à la pêche, sans nos bonnes femmes sur le dos, conclurent-ils d'un regard complice. Les heures passèrent. Quelques prises de sifflet sur la canne au lancer utilisée pour tuer l'ennui, un beau brochet de 85 cm mis au sec après la pose du collier numéroté en plastique, correspondant à l'année halieutique, puis soudain. « Gros, regarde l'écran !»« Nom de Dieu, c'est un silure ou quoi? Tu as vu cette masse? Mets-lui un carassin au-dessus et sors le clonk, on va le faire monter. » Chapitre 1. Nom, prénom, âge, profession. Murlot, Pierre, 55 ans, employé de mairie à la ville de Saint-Dizier, Haute-Marne. Je vous connais de vue. Il me semble vous apercevoir parfois près des espaces verts, non? C'est cela même, mais je ne pense pas que nous soyons là pour parler de ça, sauf votre respect, monsieur le gendarme. Et j'avoue ne pas être totalement dans mon assiette après ça. Oui, ne vous inquiétez pas, je comprends tout à fait, monsieur Murlot. C'était juste histoire de détendre l'atmosphère. D'ailleurs, si vous voulez un café ou juste un verre d'eau, n'hésitez pas. Vous n'êtes absolument pas en garde à vue. Merci. Ça ira, je veux juste en finir avec cette histoire. Très bien, racontez-moi donc ce que nous ne savons pas. Eh bien, lorsque nous avons vu ce fameux écho, mon ami a posé son vif juste au-dessus de lui. Et j'ai utilisé mon clonk en espérant faire monter le silure.
grâce au bruit généré par l'explosion de la bulle créée en surface. C'est souvent imparable avec ces bêtes-là. Je connais un peu, oui. Et ensuite, eh bien, oui, la masse est montée. Lentement, mais pas comme un poisson. Tête vers le haut. Non, plutôt d'un bloc, et pas pour attraper le vif. Non. Et lorsque cette forme a percé la surface, mon Dieu, Mon Dieu, ses yeux. Oui, lorsqu'un corps est immergé longtemps, les yeux deviennent vitreux et globuleux. Le corps se charge de gaz à cause de la putréfaction. Et c'est cet amas d'air qui l'a fait remonter. Vous avez fait ce qu'il fallait, en nous appelant de votre barque. Il faut du cran pour ne pas fuir ce genre de scène. Mon ami Eric est pompier. On s'est juste soutenu et on a fait ce qu'on croyait utile. C'est exactement ça. Vos témoignages seront utiles à l'enquête qui va suivre. Reste à déterminer de qui il s'agit et pourquoi on l'a tué. Tué ? Vous voulez dire que... Je ne devrais pas vous le dire, mais je pense que vous avez dû remarquer que le corps n'était pas intègre. Je veux juste rentrer chez moi. J'ai mal à la tête. Je comprends. Votre ami a déjà déposé et vous attend à côté. Restez joignable au cas où, et prenez soin de vous, messieurs. Encore merci à vous. Les deux amis quittèrent les locaux de la gendarmerie, avenue de la République, puis rentrèrent chez eux à pied, apeurés, interloqués, longeant la Marne, en se disant que cette eau qu'ils aiment tant contient parfois bien des mystères. Tu verras, dit Eric. Chaque fois que Saint-Dizier est cité aux infos, c'est soit pour parler du Verbois et des voitures qui brûlent, soit pour parler du bruit des rafales de la base aérienne 113 qui dérange les Parigots et Roland-Garros. Alors là, pour une fois, les gratte-papiers vont se faire plaisir avec une affaire pareille. Pour sûr, mon ami, pour sûr. En attendant, direction la maison pour rendre compte à madame et voir les piaux. En attendant, direction la maison pour rendre compte à madame et voir les piaux. Chapitre 2. Morgue de Saint-Dizier, Haute-Marne, lundi 7 septembre, 9h15. Docteur Christian Martin. Enregistrement du rapport d'autopsie 01/09. Je commence l'autopsie du corps retrouvé immergé dans l'eau du Der samedi dernier. Patient numéro 20/012. Il s'agit d'un homme de type caucasien, environ 45 ans, cheveux bruns légèrement dégarnis, 1m75 pour 90 kg, surpoids apparent, probablement causé par la présence d'eau en grande quantité dans le corps. Voir si les poumons en contiennent, afin de confirmer ou d'écarter la mort par noyade. Peau fortement fripée et endommagée par la faune microbienne et les crustacés d'eau douce type écrevisse. Note à moi-même, pensez à acheter des gambas ce soir pour l'anniversaire de Gabriel. Présence d'algues et d'écoulements verdâtres et vaseux à partir des orifices naturels. La mort remonte à plusieurs jours et le corps est dans un état de décomposition très avancé. Mais je peux noter la présence de traces visibles, profondes et continues de strangulation, probablement à l'aide d'une corde, mais les résidus de matière récoltée pour analyse risquent d'être quasi inexistants et non exploitables. Les yeux vitreux et fortement exorbités, ainsi que la position de la langue, tendraient à confirmer cette hypothèse. Présence d'échymose sur toute ou partie du corps, plus ou moins prononcée en raison de la dépigmentation de l'épiderme. Les mains sont liées dans le dos avec un morceau de tissu ressemblant à un drap déchiré, entrave vraisemblablement posée avant le décès vu la rigidité musculaire. Le corps est clairement émasculé d'une façon non chirurgicale et avec acharnement, probablement à l'aide d'un cutter neuf, les nombreux lambeaux de tissu humain étant anarchiques et une partie des viscères visibles au niveau du bas-ventre. Cette opération semble avoir été pratiquée du vivant de la personne autopsiée, des signes de saignement étant encore décelables, vu l'amas de caillots de sang dans la zone du plancher de l'abdomen. Je conclus ce rapport en confirmant sans aucun doute possible le caractère criminel de ce décès. Le lieutenant chargé de l'enquête, affecté à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, Quentin Morvan, fut dépêché de Pontoise à Saint-Dizier pour faire les premiers constats d'analyse. Pas en TGV, Saint-Dizier n'étant desservi que par des rames corail, dites Théose, des TER de la vallée de la Marne et quelques corbeaux. 2 heures et quelques après le départ de Paris-Est,
le voilà arrivé en terre bragarde. Un véhicule et un chauffeur de la brigade de gendarmerie de Saint-Dizier l'attendaient et le conduisirent dans les locaux mortuaires. Après les présentations de rigueur, les deux professionnels en vinrent au fait. Alors, Doc, dites-moi tout. C'est un mari jaloux qui a réglé son compte à l'amant de sa femme ? Difficile de se dire, mon lieutenant, au vu de la rage et de la détermination qui semble avoir été à l'origine de cet homicide, qu'un mari cocu irait jusque-là au risque de finir sa vie derrière les barreaux pour une simple histoire de coucherie. Et entre nous, mon lieutenant, j'imagine que l'IRCGN ne vous a pas envoyé ici par hasard, je me trompe ? Non, Doc, vous avez raison. Le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale est déjà sur une affaire similaire. Un corps retrouvé en bordure de Seine, crocheté par l'hélice d'une péniche il y a quelques semaines et émasculé de la même manière, avec cette fois les genoux brisés, comme pour le forcer à tomber à genoux face à son agresseur, les mains également entravées dans le dos et une balle de tennis enfoncée dans la gorge. 2 scènes de crime aux similitudes troublantes. Cet homme-ci a pu être identifié comme étant un certain Franck Rivière, un nom prédestiné à finir dans la Seine, non ? C'est un fleuve, mon lieutenant. La culture n'empêche pas l'humour, Doc, surtout lorsqu'il est noir. J'avoue que c'est mon préféré, mais il faut dire que ce métier m'y encourage, sinon comment ne pas perdre pied ? Pas mal, mon lieutenant, pas mal. J'en suis friand moi aussi, c'est vrai que nos métiers demandent un tel lâcher-prise. Et que sait-on de ce Rivière ? À part qu'il ne jouera plus au tennis ? Eh bien, il avait 44 ans, type caucasien, a vécu en région parisienne, dans les Yvelines particulièrement, à Versailles. Travaillé en tant qu'électricien dans une compagnie nationale, pas de casier, marié, 3 enfants, quelques conneries de jeunesse, mais rien de transcendant. Pas d'endettement particulier, pas de vie au-dessus de ses moyens, bref, rien qui ne prédestine à se faire couper le service 3 pièces au couteau de boucher. On creuse encore pour trouver l'introuvable, la cellule des experts est sur le coup. Ah oui, les experts comme à la télé ? Oui, on les a nommés comme ça en référence au succès populaire des séries américaines, le côté hollywoodien en moins. Pas autant de beaux gosses chez nous. À part vous, mon lieutenant, vous voulez dire. LOL, comme disent les Jones. En tout cas, la région parisienne et la Haute-Marne, à part la Nationale 4, je ne vois pas le lien. Certes, en tout cas, sachez que la victime n'est pas morte noyée, les poumons étaient vides. Je vous confirme que le décès est dû au fait qu'elle s'est vidée de son sang. La strangulation n'a pas été suffisamment appuyée pour priver l'homme d'oxygène. Selon moi, c'était soit un rite, peut-être sexuel, ou tout simplement la volonté d'infliger de la souffrance gratuite. J'insiste sur le fait que la rage a motivé cet assassinat. Ou meurtre, s'il n'y a pas eu préméditation. Mais mon petit doigt me dit... Vous aurez mon rapport complet demain matin sur votre bureau et dans votre boîte mail, mon lieutenant. Merci, Doc. Je pense qu'on va probablement centraliser ces 2 enquêtes et créer une cellule provisoire. Je suis là pour ça. Keep in touch. Sur cet au revoir dans la langue de Shakespeare, Quentin entreprit de découvrir la ville de Saint-Dizier qu'il ne connaissait pas du tout. Bien entendu, en civil et incognito. En espérant s'imprégner de l'atmosphère ambiante, des us et coutumes locaux, de son vocabulaire si typique, et d'aller accessoirement boire un verre et écouter un peu de musique. Après avoir quitté l'avenue de la République, admiré la place où trône non seulement l'impérial monument aux morts, mais aussi la mairie face au magnifique théâtre à l'italienne, et visité le petit centre-ville commerçant, en découvrant le parc du Jard, près des remparts, il demanda son chemin, ou plutôt une bonne adresse. Des jeunes rassemblés près du skatepark lui conseillèrent l'Irish Pub Le Garden, connu pour sa rhummerie, son patron et son canne corso qu'on n'a pas envie d'emmerder. Fabian, tenancier adorable avec sa clientèle et bar apprécié également pour la musique qui est diffusée. De la bonne musique, du rock, du métal et de la bière belge. Il n'en fallait pas plus pour l'un des rares moments de détente qu'un lieutenant peut s'offrir hors service. Après quelques verres, Quentin rappela son chauffeur d'astreinte et entreprit de rejoindre sa chambre d'hôtel en attendant les informations manquantes qu'on voudrait bien lui donner le lendemain. Et c'est bien connu, la nuit porte conseil. Après avoir fait un rapide tour du propriétaire, Quentin troqua ses vêtements contre un pyjama court. Il relut ses notes prises tout au long de la journée afin de rester dans l'ambiance et pour commencer à dessiner sa future stratégie d'enquêteur. Les investigations à venir allaient être longues et difficiles. Il en était persuadé. Un dernier café et quelques ablutions plus tard,
Quentin s'installa dans son lit, équipé d'un lecteur MP3, puis ferma les yeux. Un petit sépultura des familles dans les oreilles en guise de berceuse, et le voilà parti dans ses rêves. Chapitre 3. Lieutenant de gendarmerie Quentin Morvan. 32 ans, célibataire par choix, ou, dira-t-on, par la force des choses. Après avoir terminé ses études, ce touche-à-tout a senti sa vocation pour l'uniforme et la lutte contre la criminalité le poussait vers une carrière de militaire au service de la justice. Ne supportant pas depuis son plus jeune âge cette injustice justement, car rien ne l'agaçait plus que de voir les rapetous sortir et ressortir de prison après chacun de leurs méfaits à l'encontre d'Oncle Picsou. Arrêter les méchants et les emprisonner pour longtemps, les mettre hors d'état de nuire et rendre fiers ses parents vieillissants, c'était ça, son but dans la vie. Adulte, ça n'a guère changé, car le monde des adultes est finalement similaire au monde des enfants, mais en pire. Installé dans un appartement certes petit, mais cosy, à 2 pas de son lieu de travail, à Pontoise, dans le Val d'Oise, pour être plus rapidement sur les rangs. Être rappelé la nuit et avoir de la route à faire ou dépendre des transports en commun pour arriver rapidement sur son lieu de travail ne sont pas vraiment compatibles, surtout si c'est vous qui dirigez l'enquête. Le quart d'heure du chef, ce n'est pas pour lui. Musicien amateur, il s'est mis à la batterie sur le tard, à 21 ans. Ses parents n'ayant, lorsqu'il était plus jeune, ni les moyens ni la place de lui permettre d'assouvir ce besoin charnel de taper des fûts. C'est donc adulte qu'il s'est offert son premier kit, une magnifique Gretsch Catalina Maple Sifu tout en érable justement, couleur ambre, sur laquelle il reprend les standards de heavy metal et rock des années 80. Metallica, Iron Maiden et autres AC/DC, Trust et ADX. Que ce soit seul ou en groupe, son plaisir ultime demeure la scène. Touch of Evil, cette face sombre de l'être humain qui lui fait parfois commettre l'irréparable. C'est un peu un leitmotiv, quelque chose qui l'interpelle au quotidien. Le côté obscur de la force, comme dirait Georges. La musique étant sa source d'équilibre et de bien-être, Quentin n'a jamais éprouvé le besoin ni l'envie de fonder une famille, sachant évidemment que son métier pouvait le conduire à des situations dangereuses pour lesquelles être mari ou père n'est pas l'idéal. Certains diront le contraire. Avoir un soutien familial en tout temps est cette source d'équilibre nécessaire à la prise de décision dans des situations risquées, comme pour les membres des forces spéciales, du GIGN ou encore du RAID. Mais Quentin ne s'était jamais considéré comme un soldat d'élite, juste comme un passionné qui se donne à fond dans tout ce qu'il entreprend. Son début de carrière l'avait déjà emmené aux 4 coins du pays et à l'étranger. Entre autres à Kandahar, en Afghanistan, à l'époque des talibans, ou un passage sur la base de l'OTAN pendant l'opération Héraclès pour une enquête concernant des militaires de l'armée de l'air déployés en OPEX, lui avait fait connaître les joies du bombardement par des roquettes de conception chinoise, les Chicom, tirées via des rampes de fortune selon une balistique aléatoire, trajectoire qui les faisait bien souvent tomber, parfois sans qu'elles explosent, près du lieu-dit, les planches, le seul endroit où les soldats de la coalition pouvaient se divertir et manger un hamburger. Quentin y allait parfois pour assister à un concert de country, les yeux rivés sur le batteur et ses filles improbables. Une sacrée expérience professionnelle, inoubliable, au point que les sifflements de ces fameuses roquettes l'avaient hanté quelques mois après son retour en métropole. Pour l'anecdote, il lui avait été expliqué que les Afghans qui venaient vendre leurs produits au marché local le jeudi sur la base étaient les mêmes qui tiraient ces roquettes le reste du temps. Le marché permettant d'effectuer des repérages en plus du commerce. Le seul souvenir ramené fut un magnifique saphir étoilé parfaitement rond qu'il offrit à sa mère à son retour, monté dans un écrin argenté en forme de fleur. Pour lui, elle avait toujours été plus ou moins dans les étoiles et le bleu était sa couleur préférée. Son père, retraité de la SNCF, vivait avec elle en ermite dans un village reculé du Quercy, attaché à ses terres et à ses animaux. Et jusqu'à présent, aucune femme n'avait réussi à briser ni même à fendre cette armure, et Quentin se disait à chaque fois qu'il y pensait que c'était très bien ainsi. Pas de femme, pas de veuve, pas d'enfant, pas d'orphelin. Et pourtant, oui, avec sa frange, sa raie sur le côté,
ses yeux verts pailletés, ses fossettes, son sens de l'humour et son air décontracté en toutes circonstances, Quentin était bel homme. Sportif, soigné et parfois maniéré selon certains, Quentin a toujours eu conscience que l'apparence est parfois discriminante. La confiance que l'on inspire en découle sans aucun doute et elle demeure indispensable dans les échanges que l'on est amené à avoir au cours des enquêtes judiciaires. Quentin appréciait la nature en général. Courir en forêt, le long d'un canal, et taquiner Essox Lucius et Sander Luciupersa à la cuillère ou au leurre souple pendant son temps libre, en étang ou dans des grands lacs, lui procurait également beaucoup de plaisir. Et il est vrai que le contexte de la découverte des 2 corps l'avait particulièrement incité à se porter volontaire pour cette enquête qu'il ne savait pas encore hors norme. Bref, Quentin était un homme de terrain, bon vivant, un peu allergique à l'administration et à la technocratie, préférant l'efficacité et l'action aux atermoiements des décideurs. Et si rester lieutenant était la condition pour rester dehors, alors qu'il en soit ainsi. Le lendemain matin, après un rapide petit déjeuner dans le réfectoire de l'hôtel, de retour à la gendarmerie de Saint-Dizier, face au gradé qui avait récolté les témoignages des 2 pêcheurs. Alors, mon adjudant, vous avez enfin l'identité de l'inconnu du DER ? Oui, mon lieutenant. Avec la disparition inquiétante qu'a signalé son frère Simon il y a une semaine et l'authentification du panoramique dentaire ajouté au profil ADN, nous avons un candidat, David Charpentier, 46 ans, divorcé, sans enfant, chargé de clientèle en concession automobile à Saint-Dizier, connu pour usage de stupéfiants, principalement du cannabis, quelques faits de voisinage mais rien de bien méchant. Son patron était surpris de le voir manquer le boulot et a contacté son frère. N'arrivant pas à le joindre à son domicile et son portable étant sûrement au fond du lac, apparemment un employé sans problème. Il avait un comportement très pro et ce qu'il faisait en dehors n'intéressait personne. En gros, monsieur tout le monde, comme l'autre victime. Et cherchez encore, il y a quelque chose qui nous échappe. Il n'y a pas juste cette histoire de castration en règle, en commun, j'en suis sûr. Vous pensez à quoi ? À un tueur en série ? En France, il est bon ton d'affirmer que ça n'existe pas, même si nous avons eu des Fourniret et autres Guy Georges, mais je ne sais pas. Il y a quelque chose qui cloche et je n'arrive pas à comprendre de quoi il s'agit. Et puis, pas de mobile, pas de revendication, pas d'empreinte, pas de... rien quoi. Rien qui ne relie scientifiquement ces 2 homicides, à part un semblant de modus operandi. J'ai besoin de faits et de rien d'autre, ni supposition, ni supputation, des faits et des preuves. Et j'aimerais bien y parvenir avant que des journalistes aient la bonne idée de fouiner là-dedans et d'effrayer la population, juste pour vendre du papier. Ne vous inquiétez pas, mon lieutenant, on saura les recevoir. Le JHM recevra juste les infos nécessaires aux publications nécrologiques habituelles. Et bien entendu, aucune photo ni coordonnées des témoins oculaires. Ce ne sont pas trop les locaux qui m'inquiètent, plutôt les mondains qui ont leurs oreilles partout. Et pas du tout les mêmes moyens, croyez-moi. Quand ces gars-là veulent une info, ils vont la chercher, y compris dans les poubelles. Les sources proches de l'affaire, si vous voyez ce que je veux dire, ne sont pas toujours bienveillantes, donc si on peut les éviter, ça m'ira très bien et le maire en place m'a glissé qu'il ne souhaitait pas de mauvaise publicité autour de sa ville. Même si un politicien ne m'a jamais impressionné. Surtout un jeune édile, récemment élu. Mais je peux comprendre que le tourisme morbide n'a jamais fait la gloire de la Vologne. Vous savez où me joindre, Michel. Je remonte à la maison mère. Prenez-vous donc un café, nous n'en avons pas fini avec ces affaires. Merci de votre accueil et n'hésitez pas à me contacter si vous le jugez utile, à toute heure du jour et de la nuit. Et prenez soin de vous, Saint-Dizier a besoin de ses gendarmes. Merci mon lieutenant, je n'y manquerai pas. Bon retour chez vous. Le gendarme se replongea rapidement dans ses comptes rendus et la paperasse habituelle et convoqua une réunion de crise dans sa brigade afin de mettre tous ses hommes dans la boucle. Il est toujours essentiel d'impliquer chacun de ses collègues si l'on veut une équipe soudée et efficace. Chapitre 4. Quentin rentra chez lui après avoir réemprunté le Théose, direction Paris-Est, puis le RER, circonspect, dans l'attente des premiers résultats pouvant établir un rapprochement indiscutable entre les 2 affaires,
Rapprochement qu'il sentait à la fois hautement, voire statistiquement improbable, et pourtant inéluctable. Mais pourquoi ? Était-ce l'œuvre d'un psychopathe ? D'un mari sacrément... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.